On va évoquer aujourd'hui la scénographie, on va parler immersion, on va parler expérience visiteur, on va parler beaucoup aussi un petit peu de technologie, parce que bien évidemment ces scénographies elles évoluent avec les technologies. On va parler corporate, grand public, enfin voilà, on va essayer de tisser de faire un large spectre d'expériences avec des exemples précis qui vont nous permettre de lancer quelques tendances, faire un état des lieux et de lancer quelques tendances. Alors, vous pouvez participer, pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez un numéro de téléphone ou un hashtag qui vous permet de poser des questions en direct avec notre partenaire Livey. De réactions, questions, certaines questions, je les prends en compte immédiatement parce qu'elles sont en phase avec ce dont on est en train de parler. D'autres, je les garde pour après, pour la fin. Certaines, je les pose pas parce qu'il n'y a pas d'utilité. Ou parce que aussi, également, je sais que la question va être, la réponse sera présente par la suite de la conférence. Par ailleurs, vous pouvez, avec un autre système, faire ce qu'on appelle du live vidéo tweet. Donc, grâce à notre partenaire SnapZap Vidéo, vous allez dans l'application Event que je ne doute pas vous avez téléchargé. Le dernier onglet de l'application Event s'appelle Vidéo Tweet. Et ça vous permet en deux petits coups de sélectionner les 30 dernières secondes de la conférence. Donc vous avez apprécié une belle phrase. Hop, vous sélectionnez les 30 dernières secondes de la conférence sont envoyées directement sur votre Twitter. Et donc ça vous fait un petit tweet vidéo. Voilà, une vidéo des 30 dernières secondes sur votre compte Twitter grâce à SnapZap Vidéo. Alors, scénographie. Donc pour nous aider à réfléchir, à faire un état des lieux, à essayer de faire émerger quelques tendances, on a 4 invités très différents et c'est l'objet bien évidemment de ces tables rondes. J'appelle d'abord Clémence Farrell. Clémence Farrell, on peut l'applaudir, comme ça encourage nos intervenants. Ils seront déjà bons, mais là ils vont être meilleurs. Bonjour Clémence, je sais plus trop, voilà, là-bas. Le troisième, donc Clémence est une grande spécialiste, elle nous expliquera des expositions éphémères et plus pérennes. Donc on évoquera avec elle les tendances dans ce domaine-là. Et donc elle a fondé l'agence Clémence Farrell. J'appelle aussi Vincent Roturo. Vincent Roturo, il a fondé Giglam, The Imagineers, ça se dit comme ça ? Donc voilà, Vincent, certains d'entre vous le connaissent, c'est un homme de technique et donc il a passé le cap d'Anso. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec cette technique? Et on va voir un peu les scénographies qui naissent des nouvelles technologies. Et puis j'accueille aussi Tom Scalabre. Tom Scalabre, il est directeur de la création de Superbien. Pour ceux qui étaient là hier, Superbien, on a déjà évoqué Superbien avec l'événement de la soirée New Edge Night de Samsung avec Double 2, le fabuleux 360 autour de la piscine Molitor. Les images étaient signées Superbien, donc on va parler de tout ça avec Tom. Et puis enfin, il est arrivé Aurélien Dubois, donc le président. Alors je ne sais pas si on dit surprise ou surprise. On dit les deux, alors je la fais à la française. Surprise, bonjour. Et donc, créateur du Weather Festival. Donc, on va parler aussi... Weather Paris Festival, pardon. Et j'imagine que ça doit être compliqué aujourd'hui de monter un festival à Paris avec tout ce qui se passe. C'est plus compliqué que d'habitude, mais on résiste et on tient le bon bout, je pense. Voilà, et je pense que c'est l'image en tout cas que veut donner le salon et l'ensemble des acteurs de l'événementiel. C'est aussi un acte de résistance et de modèles de vie et de modèles de mise en relation. Voilà, donc je l'ai dit déjà hier, je le répète aujourd'hui, tout ce dont on va discuter aujourd'hui peut paraître un peu dérisoire au regard des derniers événements, mais tout ce qui se dit, tout ce qui se partage, toutes les expériences qu'on essaye de mettre en avant aujourd'hui sont des actes de résistance. Et je pense qu'on est tous dans cet état d'esprit aujourd'hui. Merci à vous. Donc voilà, des intervenants très très variés. On va commencer tout de suite par le Weather Paris Festival. Quelle importance donnez-vous, vous, aujourd'hui, en tant qu'organisateur de festivals, et en l'occurrence de festivals de musique,
à la scénographie. Alors avant cette question-là, j'oubliais, est-ce que vous pouvez nous présenter et Surprise ou Surprise et le Weather Paris Festival? Donc Surprise, une société une production événementielle qui a été créée en 2011, qui a une gestion, on va dire, pour nous présenter globalement de la musique électronique, une vision à 360 degrés, de la production, l'édition, la diffusion, avec 2 grosses marques principales au niveau de la production événementielle qui sont Concrète et Weather Paris Festival. Et pour parler un peu plus du Weather Paris Festival, c'est 3 ans. Cette année, on est sur des formats un peu différents aux années précédentes, qui sont des formats uniques une fois dans l'année. Cette année, on a fait un événement principal, premier festival musique électronique d'occupation du domaine public dans le bois de Vincennes, avec 55 000 participants sur 3 jours, et 3 événements d'une plus petite taille, mais quand même de 20 000 personnes, au Paris Event Center, dont le projet se tient sur 2 jours, le 18 et 19 décembre. Voilà. Donc une marque globale qui se décline dans différents formats, en tout cas format événementiel. Tout à fait, on a un des festivals qui a le plus fort accroissement au niveau du recrutement du public. On est passé de 25 à 35 à 55 000 cette année en 3 ans. Et ce qui est intéressant au niveau de la scénographie, au niveau de la création, avec d'ailleurs un de nos partenaires avec qui on travaille, Vincent Roturo, chez Giglam, c'est la déclinaison du festival autour des saisons. Weather, on décline les saisonnalités en fonction des différentes typologies de la musique électronique, donc du printemps, de la house à la techno à l'hiver, avec différentes ambiances, différentes atmosphères et différentes typologies musicales. Le tout est lié et il y a une vraie osmose, on va dire, entre... Ce qui est important pour nous, c'est vraiment cette osmose entre la musique, la scénographie et l'atmosphère que le public ressent pendant les spectacles, on va dire. Il y a beaucoup de festivals, alors multithématiques, mais beaucoup de festivals à Paris, beaucoup de festivals de musique électronique, pas forcément à Paris, parce que c'est le premier ou un des premiers, mais en tout cas partout en Europe. Donc il y a une concurrence des festivals aujourd'hui de fait. Est-ce que la scénographie pour vous, et après on regardera une rapide vidéo sur les ambiances, et Vincent nous expliquera comment il a travaillé, est-ce que la scénographie est un élément de différenciation de votre festival aujourd'hui et un élément d'attractivité du public? Absolument. Aujourd'hui, on est dans une typologie musicale, musique électronique qui reste underground. Donc, on n'est pas... 55 000 personnes... Non, mais underground, je parle au niveau de la typologie musicale, à contrario de l'EDM, l'Electronic Dance Music. On peut citer des David Guetta, des Martin Solveig. Et nous, on est plus sur une scène qui se développe plus, on va dire, entre Berlin, Paris, Londres et maintenant un peu l'Amérique du Sud, mais qui ne reste pas sur une diffusion, veut dire sur les réseaux mainstream, qui soient la télé et la radio. Voilà. Donc on a quand même sur des budgets au niveau des places qui sont quand même moins chers que des événements comme des événements qui mettent vraiment le paquet au niveau de la scénographie comme Tomorrowland, on va dire. Donc on est quand même sur... c'est très important pour nous de mettre le paquet et d'avoir vraiment un voyage pour le public dans le cadre de nos événements. Et c'est pour ça qu'on trouve des solutions, je pense, aujourd'hui à Paris par rapport en tout cas au positionnement qu'on a sur la scénographie, qui sont quand même vraiment très pointus et où il y a vraiment beaucoup de réflexion pour avoir des atmosphères qui soient vraiment très différenciées au niveau de la scénographie entre nos 4 différentes scènes. On a rajouté une 5e scène qui est la scène modulaire cette année, mais en général on travaille vraiment sur toutes ces scènes avec ces différentes saisons. Voilà. Est-ce qu'on peut passer la vidéo sur le Weather Paris Festival?
Une petite précision par rapport à cette édition. On a une contrainte supplémentaire cette année, c'est qu'on a eu l'antenne d'Arte. Et donc on a dû aussi travailler en collaboration avec Vincent pour qu'au niveau télévisuel, il y ait vraiment un rendu optimal. Alors ça sera une question d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que c'est compatible une scénographie pour les spectateurs et pour les téléspectateurs? On en reparle tout à l'heure. Je voulais juste sur les scénos, quelle est la part de travail avec les artistes? Parce que bien évidemment, ils ont certainement leur mot à dire. Ou est-ce que vous êtes relativement libre sur ce que vous pouvez développer comme... Non, on a des artistes qui travaillent aussi avec de l'intégration au niveau des arts numériques et au niveau des arts visuels. Alors un peu moins sur l'édition du Bois de Vincennes, mais sur la partie off, on a fait quelque chose à la Gaîté Lyrique par exemple, avec un live à 360 degrés avec un VJ qui a vraiment créé le show avec les artistes. Après, c'est vrai qu'on reste beaucoup avec des mots-clés sur une diffusion qui reste en adéquation un peu avec la musique, évidemment. C'est-à-dire qu'on va pas, il n'y a pas une liberté totale, on va dire, de création de la part de nos partenaires créateurs, mais on a vraiment une influence des artistes sur la création artistique, visuelle, je parle. D'accord, merci Aurélien, on reviendra certainement sur tout ça. Vincent, voilà, base de départ, 4 saisons, 4 scènes. Vous venez de la technique, vous êtes un homme de la technique au départ? Bah oui, après plus de 25 ans à diriger des prestataires techniques, on passe de l'autre côté à un moment donné. Et c'est plutôt très agréable parce qu'on maîtrise une chaîne complète plutôt correctement et ça permet de caler ses scénographies et ses designs avec plus de finesse sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Voilà, en tout cas. Alors, Aurélien nous a donné un peu son cahier des charges. Vous saisissez de ça. Comment vous recevez ce cahier des charges? Et qu'est-ce que vous... Je vois beaucoup de blanc, moi. Alors, je ne sais pas si... Beaucoup de blanc dans la scéno, alors que généralement, dans des festivals de musique, c'est plutôt très coloré. Enfin, je ne suis pas un fan... Enfin, un fan, si, mais je ne suis pas un... spectateur, je ne suis pas certainement pas dans la cible. Mais... Non, il faut que tu viennes d'ailleurs. Mais alors qu'est-ce que voilà, comment tu te saisis de ce cahier des charges-là? Je veux me différencier. 4 saisons, enfin il y a un vrai concept derrière. Comment tu te saisis de ça? Il y a un vrai concept. Comment tu travailles? De notre côté à nous, il y a une vraie prise de risque aussi sur des choses sur lesquelles on n'est pas forcément attendu. On ne va pas traiter un Electro Beach à Port-Barcarès qui fait de la musique EDM avec ce qu'on fait à Ibiza par exemple. Au Ushuaïa, au Pacha, au Space, et ainsi de suite, comme on va traiter un festival de musique électronique. Là, on a une vocation scénique. Vous avez vu qu'il y a même un orchestre philharmonique qui vient se produire, parce que voilà, il y a un mélange des genres qui est de plus en plus en train de s'opérer. Nous, après, on y va de notre propre ressenti par rapport à certains sujets. On propose 1 à 2 scénographies par thématique. On travaille très proche avec les équipes de Surprise et Jonathan Malaisé qui nous a rejoint chez Giglam aussi, et on aboutit ensemble. C'est plutôt collectif, hein, c'est jamais quelque chose de très descendant, et on aboutit collectivement à quelque chose, et nous on apporte nos inputs sur ce qu'on voudrait essentiellement en vidéo, ce qu'on voudrait en lumière, et puis après bien sûr viennent se greffer les contraintes télévisuelles qui font qu'effectivement sur certains sujets ça peut abîmer un peu notre rendu, mais globalement on arrive à trouver des concessions et qui fonctionnent plutôt bien. Comment on sort des poncifs traditionnels de la scène et du live pour essayer comment peut-on être imaginatif sur une scène de spectacle en fait? C'est le plus difficile pour nous aujourd'hui parce que comme on vient en plus du côté très technique de la chose, on a appliqué pendant 25 ans des réflexes absolus sur des défilés de mode, des concerts. Aujourd'hui, moi je fais table rase de tout ça à chaque fois que je repars sur une création. Et on en fait 180 à peu près par an. C'est le plus difficile justement, c'est d'oublier tous ces réflexes, essayer de réinventer sans arrêt quelque chose de nouveau en agglomérant des technologies différentes, voire audacieuses de temps en temps. Par exemple le mapping en est une, les technologies LED en sont une autre, et après il y a tout un tas d'astuces de décoration. On voit beaucoup le mouvement arriver dans nos métiers, l'asservissement de décors, l'asservissement de lumière, ainsi de suite. Et puis... qu'est-ce qu'on appelle, moi je sais pas ce que c'est l'asservissement. Voilà, maintenant un asservi il ne fait plus que bouger sur lui-même, il bouge aussi en hauteur, de gauche à droite. Vous avez une très belle démonstration sur le stand Novelty d'ailleurs. Voilà, c'est une nouvelle dans toutes les scénos, vous le voyez sur tous les concerts dans le monde entier, le mouvement, et on commence à le voir en convention aussi, et sur les événements plus corporate. Toute la partie motion control, tout ce qu'on va faire bouger avec du contrôle et de la programmation de contrôle. Aujourd'hui, c'est une grande tendance. Nous, on le voit beaucoup à l'international aussi, parce qu'on a la chance de faire des choses un peu partout dans le monde. Et
le motion control prend le pas presque maintenant sur la lumière et sur la vidéo, c'est assez étonnant. On revient sur 4 scènes, 4 univers, 4 saisons. Comment vous différenciez? Quels sont un peu les axes que vous avez prises? Allez, si je prends l'hiver, j'ai vu beaucoup de blanc, c'était peut-être la scène hiver là tout à l'heure, non? Je ne sais pas. Comment vous saisissez de ce cahier des charges et de ces différences pour faire des scènes uniques? Il a fallu créer autre chose que de mettre des arbres blancs et de la neige sur la scène hiver. Donc on a essayé d'imaginer autre chose. Donc on a reconstitué une neige un peu digitale d'une autre manière. Sur la scène été, on a sur quelque chose qui est beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux. Voilà, après, c'est vrai que si on prend notre scéno hiver, on peut pas dire « Ah, ça c'est la scène hiver ». Enfin, on essaye d'aller un peu plus loin dans la réflexion, en tout cas, sur ces sujets. Quelle est l'importance de la technique? Est-ce qu'aujourd'hui, le scénographe que vous êtes et l'ancien technicien, est-ce qu'aujourd'hui, l'évolution technique annonce des... On reviendra un peu, on essaiera de se projeter un peu plus tard, mais annonce des scénographies beaucoup plus abouties, beaucoup plus pointues, et ce qui nécessite une veille de votre part, j'imagine. Oui, la seule chose, c'est qu'il faut faire attention, c'est pas l'inverse qui doit se passer, c'est pas le produit qui doit faire la scéno, c'est dans l'autre sens qu'il faut réagir. Et moi, j'ai eu des réflexes inverses pendant très longtemps. Aujourd'hui, je change, mais aujourd'hui, je pars plus du produit pour arriver à un résultat. Je mets les produits à mon service, mais enfin, je sais pas si c'est très clair. L'effet que tu veux donner, tu vas chercher les... Et après, on va sourcer. Voilà. Et le fait d'être libre aussi de parc, maintenant, de ne plus avoir son propre parc et de ne pas absolument vouloir produire avec ce qu'on a sous la main, ouvre des perspectives bien plus larges et bien plus intéressantes. Et ce qui est d'ailleurs plus vrai, c'est que sur la scène printemps, par exemple, on a un univers qui est entièrement végétalisé, où on n'a quasiment pas du tout de technique, d'ailleurs. Non, presque pas, non. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas vu d'image. Tu vois ? Du végétal dans un... Là, on avait plein de photos, mais on a problème de technique pour les passer, apparemment. Ah. Bon, et ben, ça sera pour la prochaine fois, où j'imagine que sur le site internet de Surprise ou du Weather Paris Festival, on va pouvoir trouver tout ça. On peut tout voir. Merci, on va revenir un petit peu, voilà, un peu le motion, tout ce qui bouge comme élément d'avenir. On en reparlera certainement tout à l'heure. Clémence, alors là, on va rentrer dans un autre domaine, bonjour. Mais c'est ce qui fait aussi la... Allô, bonjour. Bonjour Clémence, la richesse de notre table ronde. On va picorer un peu des idées à droite à gauche. Donc là, on est dans le grand événement grand public très pointu. Là, on va se retrouver dans de l'expo un peu plus traditionnelle, qu'elle soit éphémère ou un peu plus pérenne. Moi, je vais vous raconter l'histoire. C'est que j'ai vu, enfin, comme peut-être beaucoup d'entre vous, l'expo Bowie. C'était à la Philharmonique, je crois. Et moi, j'ai été assez subjugué de la scénographie, justement, de l'expérience visiteur. On va en reparler. À la fois du trajet, à la fois de ce que je voyais, de ce qu'on me proposait. Enfin, j'étais vraiment assez surpris. Donc, tout simplement, j'ai cherché qui était derrière ça et j'ai découvert que c'était vous. Pas que. Mais enfin, en France, en tout cas, vous avez adapté, vous allez en reparler, tout ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou pour ceux qui l'ont vu, un petit rappel de ce qu'était, enfin, en tout cas, de 2-3 éléments de l'expo Bowie à la Philharmonique. Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes. From Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds. It's about to be writ again. As I ask you to focus on sea. Is there life on Mars? Voilà un petit patchwork. Alors là, l'histoire, c'est que l'expo existe à Londres et donc vous devez vous adapter à Paris. Alors comment on se saisit quand on est un créateur ou une créatrice comme vous? Comment on se saisit, quelles sont les contraintes de départ et comment on peut adapter cette scéno à Paris? C'est tout l'enjeu des expos itinérantes, comme on va adapter, recréer en respectant l'œuvre originale.
Et on nous a appelés parce qu'on a l'habitude de faire des expos immersives. Donc on est une agence de scénographie, vraiment de la scénographie, c'est notre cœur de métier dans les domaines de la culture. Donc c'est un peu différent pour des musées d'État, plutôt publics. On va y venir là, parce que c'est important aussi. Et donc l'expo Bowie, l'enjeu c'était de respecter l'œuvre originale. Enfin, on travaille avec le V&A à Londres, tout en trouvant une personnalité parisienne. Et on était dans une institution musicale qui est la Philharmonie, contrairement à Londres, qui était le V&A, qui est plus art décoratif. Enfin, donc on a adapté l'exposition pour aller plus vers la musique, et on s'est servi aussi du retour d'expérience des expositions précédentes pour améliorer en fait ce qu'on trouvait un peu. C'était une formidable exposition. Enfin, on avait un matériau incroyable et on est intervenu dans les espaces où on pouvait donner une valeur ajoutée, et tout ça en collaboration avec les créateurs originaux. Donc on en fait pas mal des expos itinérantes. Soit c'est nos expos qui itinèrent, soit on réadapte les autres. Et c'est toujours intéressant. C'est pas la même posture, mais c'est toujours intéressant de retravailler un projet existant, surtout des projets comme ça où la technique est très pointue, et donc voilà, c'est aussi une expérience pour nous, quoi. La différence, enfin, moi ce que j'ai perçu de la vidéo, j'en ai même perçu des plus longues, Paris était beaucoup plus lumineux que Londres. Londres, on était plutôt dans un cocon, alors que Paris, il y avait une sorte d'ouverture quand on visitait, il y avait vraiment de la lumière partout. Est-ce que c'est ce qui différencie le français du londonien, de l'anglais, ou est-ce que... Vous avez compris notre travail. C'est ça, ce retour d'expérience. C'est par exemple à Londres, il y avait des embouteillages, il y avait des zones aussi où on était des zones hyper phares comme Space Oddity, c'est pour ça qu'on vous a mis un peu Londres-Paris, où nous on a essayé d'ouvrir, on a mis des grandes vidéos, on a donné plus d'importance et d'ampleur à certains espaces, et on a fait des changements techniques importants, au sens où le show faisait 12 mètres de haut à Londres, donc c'est quand même hyper exceptionnel comme format, et on l'a tout retourné, on l'a fait en horizontal sur à peine 4 mètres de haut. Donc ça, c'est des adaptations créatives et techniques et qui font la particularité de Paris. J'ai l'impression, et à la fois entendre Vincent, et je suis sûr que Tom, ça sera à peu près, que la technique est complètement en complémentarité avec la création, quoi. Là, vous avez vraiment une symbiose totale entre les éléments techniques et votre réflexion créative. C'est ça la scéno, quoi. C'est adapter une idée. Comment vous la définiriez, vous, la scéno, aujourd'hui, telle que vous la pratiquez? Ben moi, je la pratique exactement comme ça, c'est-à-dire que dans la technique, on crée. Enfin, la technique est un outil de création. Alors, je dirais la même chose. Il ne faut pas être tributaire du support, mais en même temps, le support peut inspirer. C'est des allers-retours entre ce qu'on a envie de faire passer en termes d'imaginaire, d'expérience de visite, de sensation, et le marché technologique. Donc, c'est un vrai lien avec ce qui se fait en termes de techno, et c'est intéressant parce qu'on est dans un travail d'équipe en scénographie, et c'est ça qui est beau dans notre métier, c'est que chacun met sa pierre à la nouveauté, à la création, et pour moi la technique c'est essentiel, parce que si on vend des trucs qui ne marchent pas, c'est nul. Donc il faut, et en même temps ça peut être assez simple, hein, c'est-à-dire on n'est pas là pour faire de la techno. Nous on travaille beaucoup sur l'imaginaire, sur l'expérience de visite, et ça peut être très simple. On va le voir. On pourra voir d'autres. On va voir justement, donc on a expo, événementiel, David Bowie. Là on voit, on va vous regarder ce que vous avez fait à Cherbourg autour du Titanic. D'accord. Je peux expliquer avant ou... Ah oui, alors ou moi je préfère après, comme ça les gens se mettent dans l'ambiance, et on explique après. D'accord, très bien. Cherbourg, le Titanic, donc une expo permanente là. Une expo permanente, ouais. Avec un scénario particulier qu'on a proposé. Titanic. Vous pouvez peut-être commenter. Oui, on voit en bas les photos du dispositif dans l'expo, et en haut c'est le film qu'on a imaginé et qu'on a produit avec la société Dic Dac.
et qui est l'étalon. C'est un film qui dure 30 minutes, qui est l'étalon de notre scénario de visite, que je vous expliquerai après, parce que c'est un truc très compliqué. Mais, et donc on voit un curseur. En fait, on a décomposé le temps de l'expo selon le temps historique de la traversée. En partant de Cherbourg, le Titanic a fait une escale à Cherbourg, vous le savez peut-être pas, jusqu'au naufrage. Donc c'est 5 jours. Et ces 5 jours, ils ont été condensés en 30 minutes de fiction historique qui a guidé tous nos dispositifs dans l'exposition. C'est très complexe, mais c'est vraiment super. Et donc, vous voyez ce film qu'on a appelé le film Horizon, qui est à l'avant de l'exposition, qui est un film très poétique, très mental. Moi, je tiens à l'imagination, à laisser ouvert à ce que l'exposition, elle se fasse aussi dans la tête des visiteurs. Et je vais vous expliquer notre démarche par rapport au contenu, comment, au lieu de faire des panneaux graphiques, que des trucs que les gens ne lisent plus, on insère le contenu dans des audiovisuels, mais de manière très pointue et précise par rapport à ce qu'on raconte. Donc là, voilà, ça on a vu la traversée, là on a vu l'iceberg en entier, et ça c'est le moment du naufrage. Donc on s'appuie sur les SOS historiques, sur des citations, tout ça correspond, le 0h25, vous voyez on est à 0h25 sur le curseur, enfin c'est une grosse prise de tête, mais qui était vraiment très intéressante à faire et qui en appelle à beaucoup de techniques de watch-out, de synchronisation de tous les audiovisuels de l'expo, de dispositifs sonores, de manip qui sont mis en jeu partout dans l'exposition. Donc là, on est sur un parcours parce que. Voilà, on est sur un parcours. Donc, en fait, moi j'ai vendu. On suit un time. On suit ce temps de l'histoire qui est accéléré dans ces 30 minutes, c'est-à-dire qu'on part du 14 avril à Cherbourg jusqu'au 19. Ouais, voilà. Moi, je me souviens jamais de rien, je vous le dis tout de suite. Et en fait, tout le temps qu'on décrit correspond à des événements historiques. Donc, c'est là où je vous dis qu'on est très pointu historiquement, parce qu'on a une mission de culture. Mais sauf qu'on le rend fun, on le rend comme un film. Et en fait, on a fait une quinzaine de dispositifs audiovisuels dans cette expo, et tout est synchronisé. Donc, par exemple, quand il y a le choc de l'iceberg à 1h40, le je sais pas combien là, et bien tout le monde se prend l'iceberg, que ce soit les témoins des 3e classes qui parlent derrière des fenêtres, que ce soit un théâtre optique du gymnase, tout le monde se retourne, que ce soit des montages de films d'archives, de vieux films blockbusters en noir et blanc, et bien il y a l'iceberg, donc c'est assez fascinant, et il y a une sonorisation complète, il y a un éclairage du temps de la traversée et du temps du naufrage, donc pour moi, c'est un vrai projet. Donc là, on raconte une histoire, une scénographie, ça raconte une histoire, quoi. Oui, et donc l'expérience de visite, c'est le visiteur, il revit la traversée, mais pas d'une manière morbide comme l'expo Titanic où tu prends ta carte là et qu'à la fin, t'es. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Merci Viparis. Ouais, bon, dis-moi. Mais je dis non, mais il y a un public aussi. Oui, non, mais je respecte. Je dis pas. Non, mais l'enjeu, c'était quand même d'être décent, d'être humain, de pas. Voilà, il y avait quand même un enjeu, et puis surtout que le visiteur apprenne des choses. On a fait toute une zone de la capitainerie, comment on conduit. On a fait des témoignages de l'équipage et tout ça. C'est vous qui récupérez tout ce matériau et voilà, qui décidez de. Oui. Okay. Et justement, la spécificité de notre agence, par exemple, le programme de cette expo. Et nous, on prend beaucoup de risques au concours, donc on en perd, mais on en gagne aussi des beaux. Là, on a changé le programme parce que quand on fait une expo, on a un programme avec le contenu à produire. Et là, c'était, on se balade, on fait des reconstitutions de la première classe. Et à la fin, il y avait une salle sur le naufrage. Nous, qu'est-ce qu'on a décidé? On a dit, ben non, l'expo, c'est cette traversée. Donc le naufrage, c'est pas une salle, on va le vivre de manière muséographique. On va pas, vous voyez ce que je veux dire? On va pas faire ça, les cris, on les met dans les films d'archives. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à partir de là, on a proposé ce scénario de 30 minutes. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de séance, tout le monde connaît la fin, c'est pas ça le problème. On rentre quand on veut, mais on a mis des outils comme ces curseurs que vous voyez sur le film, on se repère, qu'on retrouve partout. Donc partout dans l'espace, on sait à quel moment on en est. Donc si on arrive pendant le naufrage, bah, tant pis, on reste. En fait, les gens, ils restent 1h30 à peu près dans l'expo, donc ils se font 3 fois le tour, mais comme il y a plein de dispositifs, ils se baladent partout. D'accord, voilà. Donc il n'y a plus,
Oui, c'est ça, c'est l'expérience change. Est-ce que vous avez vu, Tout à fait. vous l'avez un peu évoqué, mais qu'est-ce qui a transformé votre métier de scénographe? Comment aujourd'hui vous voyez dans cette partie expo, comment la scénographie évolue? Bah, écoutez, il y a une demande qui est certaine. Après, en tout cas, dans les musées, on nous demande vraiment régulièrement maintenant de l'immersif, de l'interactif, ces espèces de mots qu'on a presque marre d'entendre, mais parce que parfois il n'y a pas les moyens derrière. Mais c'est une vraie tendance, une demande des maîtres d'ouvrage, parce que nous, ce n'est pas des clients, c'est des maîtres d'ouvrage, mais c'est nos clients. Et puis, il y a toute une école qui date quand même. Enfin, moi, j'ai voulu faire de la scénographie en ayant vu à 12 ans Cité Ciné. Enfin, pour moi, c'est la base de ce type d'expo. Et ça date, quoi. Enfin, Confino, François Confino. Voilà, François Confino. Et toute l'école canadienne qui a lancé tout ce concept de l'expérience de visite, des sens, tout ça, ça perdure. Et c'est évidemment l'avenir des expositions. Mais il faut, enfin, nous, on milite pour du contenu pointu, cultivé, de ne pas avoir peur de mettre des citations d'auteurs, parce que c'est ça aussi qui fait la qualité d'un projet. Parce que sinon, on tombe dans le spectacle, on tombe dans le Oui, c'est ça, gimmick. c'était une des questions. Voilà, Quoi. Quelle différence entre scéno et spectacle? La différence, c'est que là, on raconte un sujet culturel, scientifique ou autre. Donc il y a un partage de connaissances. Il y a un partage de connaissanses. Et plus on est pointu, plus on a travaillé en amont sur ce contenu, donc nous on est accompagné avec des historiens, enfin des muséographes pointus qui ont beaucoup de culture. Plus on est pointu en amont, plus on peut être fun, parce qu'en fait on peut y aller à fond dans la forme, vu que le fond et l'expert va s'y retrouver, le jeune, parce que le but c'est de fédérer tous les publics. C'est quand même ce qu'on nous demande. On demande rarement de faire une expo pour les spécialistes. Oui, je comprends. Ça dépend, mais... Merci, on regardera peut-être tout à l'heure le troisième film sur Jeanne, mais il faut qu'on avance un peu. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un mot qui serait peut-être utile, j'ai l'impression que votre type de scénographie liée aux expositions, aux musées, etc., on parle, nous, d'événementialisation de l'expo ou des scénos. Voilà. Non, faut pas dire ça. Non. Ah bon, d'accord. Non, j'ai beaucoup de respect pour l'événementiel et j'en fais aussi. Il n'y a pas du tout de hiérarchie, mais c'est pas comme ça qu'il faut le définir, à mon avis. Tant pis pour moi, on en reviendra sur les mots justes. Tom Calabre, moi je suis content d'avoir super bien à cette table ronde, parce qu'en fait on entend parler de vous de partout, quoi. Merci, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. On est content d'être là aussi. Alors expliquez-moi un petit peu quel est le positionnement de votre agence aujourd'hui. Quand on parle image aujourd'hui, quand on parle de contenu image, on parle un peu super bien. Donc je voulais mieux vous connaître. Qui êtes-vous, super bien? Alors, super bien, on est une agence parisienne. À la base, on est des créateurs de contenu vidéo. Et ça, je pense que c'est hyper important pour la suite, parce que ça donne un rapport à la scénographie qui est peut-être autre. À la base, on était des créateurs de contenu pour de l'écran 16:9, pour tout type, spécifié plutôt événement quand même. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, on s'est vite senti un peu à l'étroit dans les écrans un peu classiques. Donc, jouer avec les supports, jouer avec les volumes, jouer avec les matériaux, mais toujours adapté à l'image et à l'histoire qu'on va raconter, à quelle expérience on va faire vivre. Et voilà, donc du coup, notre spectre s'est un peu élargi. On fait un peu de scénographie, un peu de mise en scène, voilà, pour servir au mieux le message qu'on veut raconter. On n'est pas scénographe à la base, et je pense que c'est là où notre vision est peut-être un peu intéressante. Donc on travaille avec des scénographes, on en a aussi en interne, mais c'est toujours dans un échange, parce que nous, on prend un peu les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne va pas réfléchir au support, mais on va réfléchir à l'effet peut-être d'abord, ou au message, ou à l'histoire, encore une fois. Et on adapte ce support à ce qu'on a envie de faire. Et je rejoins aussi un peu Vincent, c'est que nous, on est encore moins tributaire de la technique, parce que on imagine ce qu'on veut ressentir, et après on se dit ok, alors quel support est le mieux adapté, et ensuite on se dit alors quelle technique est le mieux adapté. Donc on a une espèce de liberté qui est hyper intéressante, enfin pour nous. Voilà un peu comme notre approche de la scénographie. On va voir 3 exemples.
Ouais. que vous allez nous expliquer, nous commenter. Donc c'est le PDF. On est un Juste- peu, on est un peu old school quand même. Si Il va ça arriver. marche. Et quel est votre spectre quel est votre, ah non, Ah, pas tout à fait. Votre spectre, en attendant, votre spectre vous les vous domaines dans intervenez sur lesquels- quel type d'événementiel? Là, on va voir beaucoup de corporate parce que c'est un peu ce que je vous avais demandé. Mais Ouais. sur quel spectre d'événements vous Nous, on a travaillez aujourd'hui? On a 3 grands domaines, on a été obligé de les classer, parce que c'est plus simple pour tout le monde. On fait du corporate pur, c'est-à-dire tout ce qui est public interne, convention. Lancement de produits. Alors ça, Attends, non, ça, d'accord. c'est une autre catégorie qu'on appelle plutôt brand expérience, qui est à ce moment-là du contenu de marque, mais pour le grand public. Donc lancement de produits, lancement de plateforme de marque, enfin plein de choses différentes. Et aussi un troisième domaine qui est entertainment, on va dire, et qui rejoint un peu le Weather Festival avec de la scénographie sur du festival, du contenu, de l'accompagnement d'artistes pour des tournées, des installations dans des galeries, enfin voilà, différentes choses. Là, Alors, effectivement, on s'est concentré plutôt sur des choses qui corporate, étaient, ouais, parce que qui c'était pour. étaient, voilà, de la brand en tout cas, adaptée aux marques. Moi, en fait, j'ai pris un petit contre-pied parce qu'on parlait de scénographie. Donc, je me suis dit, bon, bah, pour vraiment montrer notre message, nous, là, dans ces exemples, le but, c'était plutôt de faire oublier la scénographie et de faire oublier le support. Et pour nous, c'est hyper intéressant parce que l'image devient magique, devient centrale. C'est plus le support qui parle, c'est l'intégralité du dispositif. Donc là, c'est quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'on a créé une scénographie, sauf qu'il n'y a pas un meuble. Bien évidemment, c'est une boîte dans laquelle les gens viennent, pensent d'abord qu'ils sont dans une chambre, dans un salon. Et en fait, c'est que de la vidéoprojection, et on déclenche une expérience qui transforme complètement l'univers, la scénographie, et plonge, immerge. Effectivement, il y a le côté immersif qui revient souvent. Et en fait, on crée de la scénographie, mais qu'avec de l'image. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que cherchait Heineken là justement? Quel était le message d'Heineken quand ils vous ont demandé, enfin ou s'il y avait une agence peut-être? J'espère qu'il est assez clair en tout cas. C'est qu'on est tranquille dans son salon, on boit une bière, elle est tellement fraîche qu'on se retrouve dans une caverne. C'est toujours bon de le répéter. Oui, oui, oui. Voilà, en tout cas, l'effet marche à fond et c'est pourtant une scénographie assez simple. Après, en revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à la simplicité. Et en fait, la simplicité, c'est souvent le plus compliqué parce que ça implique des défis techniques. Comme par exemple ici, avoir assez de vidéoprojecteurs, éviter les ombres du public, ne serait-ce que coffrer les vidéoprojecteurs et qu'ils prennent pas trop chaud. Il y a plein de choses et quand on arrive à quelque chose de hyper simple, hyper pur, souvent derrière c'est souvent un peu un gros bazar. Et moi c'est ça que j'aime bien. De la simplicité, mais énormément derrière de technologie, de technique pour rendre de cette simplicité, quoi. Exactement. Dans un autre style, pour faire oublier la scénographie, là c'est l'utilisation du tulle, qui est finalement, on l'utilise depuis des années, mais peut-être pas toujours de la bonne façon, ou en tout cas pas toujours aussi poussé. Là ce qui était compliqué, c'était qu'en fait on avait un double public avec un catwalk central. Et en fait, c'était de dématérialiser complètement, que les gens puissent se voir à travers et en même temps qu'ils vivent une expérience en phase 2. Alors effectivement, ça fait penser à l'hologramme, tout ça. Bon, ça, c'est une autre techno pour moi qui est un peu trop complexe pour l'instant. Et on trouve des solutions plus simples avec, par exemple, l'utilisation de ce tulle. Et là, pareil, ça paraît hyper simple, sauf que en fait, ça veut dire 2 zones de projection qui se rencontrent au centre. Comment elles vivent, comment elles ne se mélangent pas, comment elles ne se polluent pas les unes les autres. Et c'est encore plein de calculs, plein de tests, plein de choses qui arrivent à une simplicité et une pureté intéressantes. Donc voilà. là, effet waouh, quoi, quand même, l'objectif. Ouais, c'est à peu près dans tous les briefs qu'on reçoit, nous. Mais effectivement, oui, c'est l'effet Okay. waouh. J'espère qu'on y arrive à chaque fois.
Et l'autre tendance, où là où je vais rejoindre Vincent aussi, c'est sur la modularité d'une scénographie. C'est-à-dire que nous, on arrive à changer la forme d'une scénographie par l'image, mais on a certaines limites aussi par moment. Et je pense que quand les décors, là on y arrive, quand les décors se mettent à bouger, que l'image suit, que tout ça, là ça devient, on passe encore une autre dimension. Et d'intégrer des objets réels dans une scénographie avec des choses dématérialisées, plus après, enfin mélanger un peu tout. Là on arrive à des équilibres intéressants. Là c'est l'utilisation d'un tulle à la face. Et en fait, c'était pour donc Schindler, qui sont des escalators, des ascenseurs, tout ça. En fait, on a intégré les produits dans une scénographie avec de l'écran LED au fond, de la projection à la face au tulle. Enfin, on mélange un peu toutes les technos pour, au final, raconter un même message et intégrer des... Voilà, là, on est dans un centre commercial, alors qu'en fait, on n'est pas du tout c'est juste des écrans en plat. Et nous, c'est ça l'intérêt, c'est de donner de la profondeur, créer de la scénographie, parce que là, on crée, c'est comme si on était des archis, sauf qu'en fait, on a un écran tout plat. Et voilà, nous, la scénographie, on la crée souvent grâce à l'image. Pareil, voilà, ça, c'est le même décor, et pourtant, on le fait complètement changer. Et là, il y a 3 niveaux de diffusion, non? Il y a la tulle devant, il y a pas l'ascenseur, C'est ça, en fait, il y a le tube devant, les produits, c'est-à-dire la passerelle, l'escalator, voilà. Et derrière de l'écran. D'accord, c'est ça. Et ce qui était intéressant, c'est le côté immersif aussi, parce que les gens ont été invités à la fin du show à venir se balader dans ce décor et à avoir l'impression qu'ils étaient dans un mall, dans un centre commercial, voilà, et on changeait les décors au fur et à mesure. Et les gens, c'est encore la perte de repères qui nous intéresse et de transporter un peu les gens. Je crois que c'est fini. Bah écoutez, merci de ces exemples, de ces explications. Il y a quand même un point commun. Alors vous avez des activités très très différentes. C'est le mot immersion, expérience visiteur ou expérience client. Qu'est-ce qui soutient ça? Comment dire? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que cette immersion et cette expérience client deviennent un objectif quasiment ultime, quelles que soient les scénographies qu'on monte? Tom, et puis après, si vous avez... Ouais. Moi, je pense que c'est tout simplement que les gens sont exposés à tellement de contenu, tellement d'écrans toute la journée. Ils en ont dans les mains, ils en croisent toute la journée. Que pour vraiment faire passer un message hyper fort, on a besoin de les faire rentrer dans l'image. Chose qu'ils ne peuvent pas faire avec leurs écrans. De l'image à plat ou de l'image, voilà, ils en consomment tout le temps, toute la journée. Donc là, l'idée, c'est de les immerger vraiment dans un décor, dans un univers. Et c'est pour ça que je pense que les prochaines tendances, les prochaines évolutions, il y a effectivement les décors mouvants, enfin, qui bougent, qui changent, polyformes. Et il y a aussi beaucoup tout ce qui est VR, enfin, les Oculus, les réalités virtuelles. VR, c'est... VRL, c'est une technologie qui permet de, par exemple, une vidéo, on peut se balader dedans grâce au curseur de sa souris. Voilà. Et donc, quand on l'adapte à un casque de vision de réalité virtuelle, et ben là, on est clairement transporté dans l'univers. Après, le problème, c'est que ça devient des expériences individuelles. Voilà, et c'est le grand défi. On y reviendra, on y reviendra tout à l'heure. Clémence, pareil, pourquoi aujourd'hui cette immersion, cette expérience visiteur est devenue un objectif ultime, si je puis dire, de quelle que soit la scénographie? Moi, je me retrouve complètement dans le discours de notre ami. Vous, c'est plus de la prod aussi, hein, mais ce qu'il décrivait d'hybride, nous, on fait beaucoup. On dit qu'on fait de l'hybride. C'est-à-dire qu'on mélange, on est aussi designer de dispositifs électromécaniques pour les expos, vous savez, les jeux à la Villette ou autres. Et on mélange aussi beaucoup de la vidéo, de l'électromécanique pour créer des effets. En fait, il y a toujours un truc de l'imagination, de la surprise, enfin tout ça et donc je me retrouve complètement dans ce que tout le monde raconte. Enfin, c'est pour ça que je pense qu'il faut, par rapport au terme événementialisation, on fait la même chose, donc c'est pas la peine de...
Enfin, voilà. De mettre Bref, des mots dessus, voilà. je comprends. Et après, les clients, évidemment, une expo, faire rentrer les gens dans un contenu qui peut être un peu aride par l'expérience, par le sens, pour l'amener à la connaissance et au savoir, c'est une entrée très intéressante, très commerciale aussi, on peut dire. Mais ça veut dire qu'on s'est planté pendant des années et des années en faisant des grandes... Mais non, mais la des technologie... des grands panneaux avec du texte à n'en plus finir, qu'on voit encore d'ailleurs. Oui, on voit encore, mais Dans les heureusement expos de qu'il y en a, mais peinture, moi, je par suis exemple, pas- moi je trouve que ça reste... Enfin, Oui, mais alors justement, en scénographie, il y a toute une... nous, on fait aussi des expos d'art. On n'a pas du tout la même posture en tant que scénographe, parce que quand on fait des expos comme on voit là, c'est nous les créateurs, c'est nous les metteurs en scène. Nous, on se vend comme metteurs en scène, contrairement à d'autres scénographes qui se vendent comme designers. Nous, on est metteurs en scène. C'est pour ça que notre point commun à nous quatre, c'est ça. C'est une sorte de mise en scène de contenu par tous les dispositifs techno ou simples. C'est pour ça que j'aime bien le discours qui tient sur la simplicité du dispositif. Donc, quand on fait de l'art, par contre, c'est les œuvres, hein, les stars. Donc, être scénographe d'une expo d'art, ce qu'on fait, c'est toute une autre posture. Faut que ça se voit pas. Faut mettre en valeur. On va pas aller chercher un Picasso avec une projection en la collant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça n'empêche pas d'être créatif. pourquoi pas? C'est peut-être demain, Oui, ça, non non, mais il faut le faire. Mais c'est déjà les musées, les musées d'art, enfin les musées d'art moderne, ils commencent à aller vers là, mais ils ont super peur. Puis parfois, ça fait du bien aussi d'aller voir que des œuvres, enfin l'image animée, mais je ne suis pas contre, hein, évidemment. Ça vient. Là, on a répondu à un truc sur Monet avec plein d'audiovisuels. Enfin, donc voilà. Non, mais je pense, c'est vrai, au château de... où vous n'avez pas un impressionniste, vous n'avez pas un œuvre impressionniste. Auvers-sur-Oise. Auvers-sur-Oise, Ouais, voilà, oui. château de Mais là, il n'y a Vers-sur-Oise. pas d'œuvre, hein, c'est pas Là, il y a pareil. d'œuvre. Parce Oui, que... mais il y a quand même une utilisation d'une œuvre. Oui, mais ça n'a rien à voir, parce que bon, ça c'est un discours sur l'œuvre d'art, c'est plutôt pas la même. Bon, ok, non, mais c'est important aussi de... c'est vrai que, si vous voulez, il y a un certain nombre d'entreprises aussi, si on revient au monde de l'événementiel, qui considèrent leur identité visuelle comme étant une œuvre d'art, et que c'est très compliqué d'être un créatif. Alors Tom, peut-être, mais c'est très... Aujourd'hui, pour un créatif, pour un scénographe ou pour voilà, c'est très compliqué de mettre en scène l'identité visuelle d'une boîte quand cette identité visuelle est considérée comme sacro-sainte. C'est pour ça que déjà, ce qui est important, c'est nous, on n'est pas des artistes en fait. On répond à des demandes, on essaie d'élever le débat, on leur donne des pistes auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. On interprète, tout ça, mais on n'est pas des... Alors, ça peut nous arriver de prendre la parole en tant qu'artiste et de faire des œuvres, mais c'est plutôt rare. Nous, on est vraiment des créatifs, mais qui répondent à une demande. Et c'est là où c'est intéressant. Parfois, c'est contraignant, mais parfois, ça donne aussi des cadres qui sont assez intéressants. Et puis, on doit servir un message. C'est comme une scénographie d'une expo. Elle ne doit pas prendre le pas sur les œuvres, sinon, je pense qu'elle n'a rien compris. Ouais. Et donc on est des supports, on est effectivement, je pense que metteur en scène ou metteur en image ou créateur d'expérience, il y a plein de mots maintenant, mais c'est d'encapsuler des choses qui sont présentées. Vincent et Aurélien, excusez-moi. Quand vous voyez, vous, sur vos images, les gens qui prennent beaucoup de plaisir, qui apprécient ce qu'ils ont devant eux, à la fois, c'est quoi? C'est le but ultime de la scénographie? Après, nous, producteurs de festivals, notre métier, c'est avant tout de faire kiffer les gens. C'est-à-dire qu'ils viennent pour voir des artistes. La scénographie, elle est là pour appuyer et être en osmose avec la diffusion musicale, la création artistique musicale. Et quand on arrive à faire oublier aux gens, justement, on parle de termes très techniques, de scénographie, d'implantation de support, etc., et qu'il y a une jubilation générale de 10 000 personnes devant une scène, parce que justement, on oublie tous ces codes et ces facteurs techniques. Je pense que c'est là où on réussit vraiment notre métier, c'est-à-dire d'arriver à ce que les gens soient heureux de participer à ce moment et d'être dans une euphorie, dans une osmose tous ensemble, quoi.
Un mot sur la télé, Vincent, on en a évoqué tout à l'heure. Ouais, mais juste pour Vas-y. revenir sur ce qui était évoqué précédemment, nous, il y a un sujet de prédilection chez nous, qu'on a vraiment été sourcé dans ce qu'on fait dans le retail, parce qu'on fait du live, du l'event, du spectacle, du clubbing et du retail. Et on a appris avec les gens qui nous ont fait confiance en retail à avoir une vraie réflexion qu'on traduit maintenant sur les stands qu'on dessine, sur les conventions sur lesquelles on travaille. C'est vraiment bosser sur l'émotion et sur la trace laissée, sans mauvais jeu de mots, que vont avoir les gens en sortant d'une audience. On est tous envahis d'écran toute la journée, ça clignote dans tous les sens, ça devient insupportable. Entre les pubs, les smartphones. Bon. Et nous, notre vrai travail et ce sur quoi on tente de faire la différence, quelle que soit la technologie, c'est vraiment d'avoir une réflexion sur voilà, quand vous allez quitter votre convention, quand vous allez sortir de ce centre commercial, quand vous allez quitter ce festival, qu'est-ce que vous aurez comme émotion, qu'est-ce qui va rester, de quoi vous allez vous souvenir dans 5 jours. Et ça, pour nous, c'est un vrai fer de lance. Et du coup, on oriente nos clients aussi pour leur faire des vrais choix par rapport à ces réflexions qu'on mène en amont des briefs et puis des documents qu'on remet en présentation. Alors un mot sur la télé, je reviens à ma question initiale. Merci de ta remarque fort judicieuse. Est-il possible aujourd'hui, mais c'est vous qui travaillez l'image aussi, Clémence et Tom, je ne sais pas si vous avez été confronté à la télé ou en tout cas de la retransmission, mais en tout cas, est-il possible aujourd'hui de créer une expérience spectateur en live et en même temps une expérience téléspectateur derrière son écran? Oui, bah, c'est ce qu'on voit à l'antenne tous les jours. En fait, les expériences, les spectacles, les prods de télé, les conventions, tout ça sont filmés et retranscrites, voire streamés. Et on propose des expériences augmentées. C'est-à-dire on augmente l'expérience du live par tout un tas d'artifices qui gravitent autour du CG principal avec son smartphone, avec de la réalité augmentée, avec tout un tas de choses qui peuvent agglomérer et renforcer un peu plus un message sur des chiffres. Après, chaque sujet est vraiment différent, mais il y a tout un tas d'artifices maintenant, grâce aux objets connectés, qui permettent d'augmenter une expérience télévisuelle réelle. Voilà. Mais moi, je parlais de retransmission. Est-ce que le plaisir qu'on a quand on est en live, il peut être identique derrière sa télé, quoi? Clémence ou Tom? Moi, la télé, en fait, pour moi, la télé, ça n'existe plus, quoi, en fait, la télé. Enfin, on passe par l'internet pour la télé. Donc il y a déjà des questions qui se... L'écran, alors je parlais de l'écran. C'est pas pareil, la télé et l'écran, parce que, comme dit Vincent, il y a toute une tendance dans cette nouvelle tendance de la scénographie, c'est des expos virtuelles, c'est-à-dire accompagner, il y a l'expo réelle et il y a l'expo virtuelle avec son smartphone. Avant, on avait des audio-guides qu'on prenait, là, l'espèce de truc... Avant, toujours. Oui, toujours... ça va disparaître, ça. On va avoir les smartphones et il y a tout un avenir là-dedans, parce que pour l'instant, moi, je ne le ferai pas. Il faut être connecté, mais il y a quand même tout un avenir qui peut être super intéressant de cette expo autrement. Donc, en termes d'expo, je ne parle pas d'événements. Bien sûr, bien sûr. Je dirais que oui, il y a un avenir immense d'expo virtuelle, mais c'est pas la même expérience. C'est l'expérience avec cet outil-là. On peut pas copier-coller. Enfin, on garde la même trame, on garde le même esprit, mais il faut faire autre chose parce qu'on a un autre support. À partir du moment où on change de support, pour moi, il faut se reposer des questions. Tom, sur la question de la retransmission et Moi, de l'expérience téléspectateur. Je pense que jusqu'à maintenant, on pouvait le faire. Parce que après là, pour l'instant, quand on est sur des scénographies, je dirais plutôt frontales, il n'y a pas de problème. On a les angles, on a tout ça, on arrive à faire comprendre au public l'intégralité du show, on va dire. Après, c'est juste des histoires de toujours la vidéo et la lumière qui s'accordent pour les bons réglages. Voilà, mais ça, c'est vieux depuis, et puis on continuera toujours à chamailler là-dessus. En revanche, je pense que de plus en plus, il va falloir trouver des nouvelles façons de retranscrire ou retransmettre les expériences, parce qu'on se dirige de plus en plus vers des expériences. Et qui dit immersion, par exemple, on parle souvent de 360 degrés. Donc comment on retranscrit à la télé, c'est de sortir les gens, de quelque chose d'un univers complet, immersif, encore une fois,
pour le retranscrire sur quelque chose de plat et petit. Et voilà. Donc là, il y a un vrai sujet et qui passe encore par soit les casques où on peut se balader. Nous, on travaille beaucoup parce qu'on on a des demandes. On a besoin de soit faire comprendre à nos clients ce qu'on va faire en amont, soit retranscrire ce qu'on a fait après. Et donc, on réfléchit beaucoup à ces méthodes et on travaille, par exemple, de plus en plus avec des moteurs de rendu de jeux vidéo qui nous permettent de créer des univers en temps réel. Et donc, par exemple, pour un événement qu'on a fait au Grand Palais, qui était le Super Club, qui faisait partie du Cinéma Paradiso, on a créé toute notre scénographie, on l'a mis dans le moteur de jeux vidéo. Et on a permis à nos clients de pouvoir se balader dans ce qu'allait être la scénographie et de pouvoir tout regarder, de pouvoir voilà. Et ça, pour moi, c'est un peu l'avenir de la retransmission de ces expériences. Je vous rejoins parce que malheureusement, j'ai pas pu rentrer à Molitor parce qu'il y avait beaucoup de monde et j'ai regardé ça après en streaming. C'était d'une tristesse. Le streaming, on ouais, parle. Le streaming. Ouais. Je parle pas de l'événement. L'événement. Le rendu. Frustrant. Voilà. Alors oui. Alors que c'est frustrant parce que forcément, on vit pas la même chose si on est au milieu de la piscine avec une tout image ce qui se passe 360. autour, les lasers qui nous balayent, les lumières qui nous éblouissent, tout ça. Il y a une vraie sensation. Et c'est pour ça qu'on travaille sur des expériences immersives avec un nouveau degré d'implication. Et après, on retire tout ce qu'on a apporté pour le remettre sur un écran. Et ça, je pense que ça marche pas. Je pense qu'on a atteint un peu des limites dans la retransmission. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la caisse de résonance que peuvent être le digital et Internet par rapport à un événement live, il y a quand même des questions à se poser sur, encore une fois, le rendu sur un écran de ce qui se passe et la réflexion amenée là-dessus, quoi. Ouais, et puis il y a aussi juste un petit ajout. Il y a beaucoup de technologies, par exemple, de caméra 360 maintenant, ou de multiplex, de partenariat avec YouTube, avec toutes ces choses-là, qui sont vachement plus souples en termes de diffusion, qui sont hyper intéressantes. Par exemple, on avait fait les 10 ans de Headbanger à la Villette, et sur YouTube, les gens qui regardaient en streaming pouvaient choisir leur angle de caméra, où ils allaient. Nous, on travaille beaucoup à comment on peut faire vivre l'expérience scénique aux spectateurs digitaux, et donc de placer des caméras sur lesquelles, pareil, on peut se déplacer, regarder, voilà. Vous avez parlé tout à l'heure donc de votre diffusion sur Arte, Aurélien. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des comptes, c'est contraignant ou est-ce que vous essayez de trouver des solutions créatives avec votre partenaire là-dessus? Enfin, qu'impose Arte quand il décide de vous diffuser? Non, l'exercice qui était important, c'était pour nous la démocratisation un peu de ce projet autour de la musique électronique avec l'Orchestre Lamoureux, qui est un des plus vieux orchestres de Paris. Qu'on ait de l'antenne aussi pour la musique électronique sur une chaîne nationale. Après, évidemment, il a fallu travailler aussi avec un producteur, sur les captations spécialisées dans du concert pour de la télé, et de trouver des choses qui allaient bien, notamment au niveau du rendu, parce qu'on était en live, donc en streaming sur arte.fr, et également une retransmission après derrière. Donc, avec du montage après, on arrive à construire un projet qui est bien ficelé, mais quand on est vraiment une retransmission en live comme ça, avec une scénographie et vraiment une luminosité qui est vraiment omniprésente, il y avait vraiment des enjeux et un cahier des charges qui était très précis pour Giglam, quoi. Voilà. Et dur, très précis. Précis, difficile, non. Après, effectivement, avec le producteur exécutif, il a fallu qu'on aménage certaines choses. Ouais, donc c'est de la négo, quoi. C'est des négociations permanentes. Voilà, mais après ça va dans le sens de ce que dit Aurélien. Il y a un vrai objectif chez Surprise qui est de démocratiser l'industrie de la musique électronique, et particulièrement celle-là, parce que c'est pas la musique électronique qu'on entend. La guitare, oui, tout voilà. ça. Donc il y avait un vrai sujet. Il y a un vrai sujet aussi pour eux et pour l'industrie de développer le champ. Je comprends. On a eu 9000 ou 10 000 connectés à l'instant T au même moment, je crois. Ouais, même beaucoup plus que ça, je crois. Beaucoup plus, donc ouais. voilà, ça contribue aussi à... On a fait 600 000 vues en streaming sur le... 600 000 vues. Ouais. Mais la contrainte supplémentaire, c'est qu'on a aussi 8000 personnes sur le dance floor, quoi. C'est-à-dire que la télé, c'est bien, mais les participants qui ont payé leur place et qui sont là, avant tout, on fait du spectacle vivant, et pour nous, l'intérêt, c'est surtout que les gens qui soient là soient heureux et voient qu'il y a une belle mise en scène, quoi. Donc la contrainte d'arriver à avoir à l'instant T quelqu'un qui trouve ça agréable chez lui
et qui profitent aussi de la scène au niveau du dance floor, c'est aussi quelque chose de très important, quoi. Dernière question avant de poser, j'ai vu quelques questions intéressantes. Vous avez parlé, Tom, tout à l'heure de jeux vidéo. Quel est l'impact de l'univers des jeux vidéo dans ce que vous développez aujourd'hui et dans ce que vous développerez demain? Et après, je poserai la question aussi, à peu près la même question à Clémence et Vincent. Le jeu vidéo, c'est une industrie maintenant qui pèse plus lourd que le cinéma. Donc on voit déjà l'importance dans la vie quotidienne de tout le monde, parce que c'est effectivement ciblé jeunes, mais ces jeunes, à un moment, ils vont devenir un peu plus vieux et ils auront toujours cet ADN en eux. Ce que nous, ça nous offre, en tout cas, c'est des possibilités de création d'images, pas infinies, mais qui ouvrent plein de portes. Nous, par exemple, en tant que créateur, on s'écarte un peu de la scénographie, mais c'est quand même important. En tant que créateur d'images, on a des problématiques de temps de rendu des images, de comment on fait pour faire une modif à la dernière minute, parce qu'un discours vient de changer, on l'a tous connu, ou que telle info vient de changer. Et les moteurs de rendu de jeux vidéo sont hyper intéressants parce que c'est du temps réel, donc il n'y a pas de temps de rendu, donc tout peut être modifiable. Attention, j'entends, si j'ai des futurs clients dans la salle, il y a quand même des limites. mais ça nous offre de la souplesse et de créer plein de choses. Et eux, ils ont tellement travaillé pour la qualité, pour la flexibilité de leur système que ça nous sert. Et du coup... l'influence aussi que ça a, c'est de pouvoir, c'est un peu le livre dont on est le héros, un jeu vidéo, et donc on choisit ce qu'on fait, où on va, qu'est-ce qu'on va regarder, quelle action on fait. Et ça, c'est d'avoir cet ADN d'interactivité avec le contenu. Ça, il va falloir que nous, dans l'événement, on l'intègre vraiment, et on va tomber dans les choses interactives, participatives, qui est un autre pan de... On pourrait ouvrir une autre discussion. Alors, avant, c'est ça ? Il y a eu un petit peu avant d'interactive sur les stands, sur les stands et les salons, mais le jeu vidéo est votre métier. Alors, moi, je le prendrais plutôt du côté créatif. Moi, je viens du décor de film, de pub, design 3D, enfin, ça, c'était il y a 20 ans. Les débuts du CD-ROM, quand ça coûtait 40 000 francs d'acheter un disque dur, enfin, des trucs comme ça. Et c'est plutôt la démarche. Le jeu vidéo, moi, ça m'inspire en termes de démarche. C'est-à-dire, c'est la création d'espace, création de personnages. C'est ce qui est raconté dans son espace en mapping, où en fait, on crée de l'espace à travers juste de la création qui sort de la tête. Donc, moi, je suis très inspiré par le jeu vidéo, pas pour les jeux parce que je joue pas, mais pour cette démarche de pouvoir tout inventer, créer des espaces. Et ça, là, on rejoint complètement les jeux vidéo. Nous, on vient de faire l'expo L'art dans les jeux vidéo là, aux arts ludiques. Et le commissaire, il veut mettre en valeur tout cet aspect de dessin. Enfin, il ne voulait pas de jeu, nous on ne comprenait pas. Au début, on disait, mais pourquoi il n'y a pas de jeu? Mais en fait, il veut montrer le process. Et en fait, on travaille pareil. Moi, quand je faisais du design 3D, je ne faisais pas quelque chose de différent de maintenant. Je dessinais mes espaces, j'inventais mes personnages. Et donc, moi, je le relirais. Je me sens complètement proche du jeu vidéo, dans cette démarche d'invention d'univers, de héros, de création de personnages, de comment on aborde dans ce regard subjectif qui peut être le visiteur d'une expo, en fait. Une expo pourrait être un jeu vidéo projeté sur des murs. Enfin, donc moi, je suis très en phase avec la démarche créative du jeu vidéo. Voilà. Vincent ? Nous, je rejoins exactement les mêmes sujets. C'est ça. Moi, le seul truc qui me rassure ou qui m'inquiète, c'est que nos prochains clients seront tous des serious gaming. Quand on bosse au mondial du jeu vidéo là, qui a eu lieu récemment, on se rend compte de l'ampleur du mouvement et il y a des côtés vachement enrichissants et super flippants. Enfin voilà, c'est un univers dans lequel on doit forcément aller et effectivement couvre des perspectives, en tout cas artistiques, mais virtuel, donc plutôt vers un plaisir personnel. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que notre métier, c'est avant tout de réunir des gens et de leur faire vivre une émotion, une expérience à un instant T. Voilà, juste sur la captation, je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'a lancé Facebook là, sur maintenant la captation 360. On va pouvoir demain capter des événements en 360 et revivre avec le gyropode de son téléphone, une sensation d'immersion, mais on choisira un peu la scène qu'on veut filmer, si on veut regarder la régie ou la scène ou le public. Enfin, je pense qu'on va vers des trucs très sympathiques.
Alors, il y a quelques questions sur les budgets. On a vu des choses assez. Alors, j'imagine que. Mais ça coûte cher tout ça Aurélien, trop Oh oui. C'est rien. En général, on travaille avec des budgets impartis et on demande à nos prestataires de nous accompagner dans ce sens-là. Donc, on arrive à s'entendre sur des choses qui sont acceptables pour qu'on gagne quand même notre poste le plus important, qui est quand même la rémunération des artistes, quoi. Je comprends. Voilà, combien ça coûte de mettre en place une scénographie de type Heineken? Allez, de l'info. Non, mais enfin, sans répondre, mais est-ce que c'est une part essentielle d'un budget d'un événement aujourd'hui? J'espère. J'espère que ça va le devenir de plus en plus. Le problème, c'est que je vais avoir du mal à vous répondre. C'est pas parce que je veux cacher quoi que ce soit, mais c'est que nous, on n'est qu'une partie finalement. Et je parlais de gros dispositifs pour arriver à cette simplicité. Et nous, ça, c'est pas nous. Nous, on est des créateurs. On donne les idées, on donne les impulsions. On fait pas les mises en place techniques. On n'est pas des. On n'a pas les vidéoprojecteurs. On n'a pas tout ça. On travaille avec des partenaires. Et donc, je ne pourrais pas vous dire un budget global. En revanche, ce qu'on sent, c'est qu'effectivement, il y a une bascule des budgets vers tout ce qui est expérience et un peu chaud. Et les gens ont conscience que c'est ça, comme disait Vincent, c'est ça qui reste quand les gens quittent l'événement, c'est ça qu'ils gardent en mémoire. Et donc, il y a une volonté d'investir un peu plus. Les gens comprennent que dans le c'est contenu propre qui va rester. Dans le contenu, dans le dispositif, dans tout ça, il faut être marquant, il faut se démarquer maintenant. Voilà, la scénographie dans un monde de la nuit est-elle réservée à des gros budgets comme surprise ou peut-elle également être accessible à des petits acteurs de la nuit parisienne et qui ont beaucoup moins de budget? Non, pas du tout. Enfin, pardon Aurélien, mais juste pour rebondir avant sur le sujet, ce que moi je remarque aujourd'hui, depuis 2009, c'est que les agences, les archis, les maîtres d'œuvre et tout ça, on alloue maintenant des budgets en phase initiale du projet pour financer une partie conseil et recommandations. Voilà, ça a vraiment changé. Je pense que c'est un rêve absolu de toutes les agences d'événements. Nous, on arrive... Alors les agences dont on va parler à 14h ici, elles s'en plaignent. Hein, mais bon. Voilà. Nous, on arrive à être maintenant un peu rémunérés pour véhiculer nos idées. Et voilà. Et ça, quand on revendique, c'est aussi plus facile. Après, tout le monde fait de la scéno à sa propre échelle, tout le monde est scénographe. Pour revenir sur ta question qui était... Les gros budgets et les petites salles. Mais non, en fait, j'ai eu la chance de refaire le Queen récemment. C'est déjà un gros truc. Mais je travaille aussi sur le Pacha à Louvciennes. Le Pacha à Louvciennes, voilà, qui est un petit budget. Et non, l'implication est la même. Et en tout cas, la quote-part réservée au conseil, à la scéno et à la création de la lumière et aux répercussions de l'audio et de la vidéo est allouée dans le même pourcentage, quel que soit le budget final en fait. Moi, je peux dire un truc en oui. Expo parce que nous, on optimise les budgets. Moi, je peux dire les montants de travaux, par exemple, parce que c'est de l'argent public. C'était 2 millions, c'est ça, Titanic? Scéno et audiovisuel, y compris le matériel audiovisuel, une expo permanente, matériel d'éclairage. Donc nous, on fait des arbitrages créatifs sur ces montants de travaux. En fait, ça peut être, on ne peut pas dire que c'est forcément cher, même si ça coûte dès qu'on fait des assemblages de projets. Mais on peut remplacer, par exemple, en scénographie, un décor réel peut être remplacé par une projection plus dynamique et ça sera équivalent. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être même moins cher. Mais bon, ça coûte un peu, hein, quand même. On se dirige donc vers des scénographies presque totalement digitales. Est-ce que ça consiste en une perte du sensoriel pour l'expérience visiteur? Quid du toucher et de l'odorat? Alors, moi je pense pas, parce que de toute façon, toucher odorat sera plus partie expo. Nous, dans l'événement, on n'a toujours pas réussi à en intégrer. On a fait des propositions avec de l'odorat, mais ça n'a pas forcément plu. Je pense pas. Je pense que justement, si c'est bien fait, c'est un accélérateur de sensations. Le digital, il faut juste garder. Il faut le faire dialoguer avec des repères réels, avec de la scénographie, avec des supports, avec des choses qui sont effectivement palpables, peut-être pas touchables, mais en tout cas qui sont matérialisées. Mais on peut décupler les sens, les autres sens qui sont l'ouïe, tout.
ce qu'on Ouais, le toucher, nous, on l'utilise beaucoup dans nos expos, ne serait-ce que pour tous les publics Déficients ouais, visuels, etc. handicapés. On demande beaucoup, enfin c'est normal, donc il y a beaucoup d'images relief, de choses à toucher. Ça, c'est quelque chose qui va se développer et qui est intéressant en design, en fait. Nous, on essaie de l'optimiser parce que c'est très beau, les images relief ou les matériaux. En fait, que les choses qui sont destinées au public PMR, enfin, bon, enrichissent aussi la scénographie. Donc il y a ça. Après l'odorat, bon, ok, ça peut marcher, mais c'est toujours. Ils veulent souvent de l'odorat dans les expos, de l'odeur. C'est difficile à gérer, mais il y a des bonnes boîtes. Enfin, ça va arriver, mais il faut que tout ça, faut que ça ait du sens. Tout ça, il faut que ça ait du Parce que- sens. Un petit, juste pour terminer, juste une interrogation. Next step, c'est quoi la prochaine étape pour vous en termes de scéno? Enfin, est-ce que vous avez d'autres idées? Comment se renouveler? C'est le 18-19 décembre au Paris Event Center. Voilà, on fait la rétrospective de Jeff Mills, ses 25 ans sur son label Axis, qui est vraiment un scénographe à part entière, où il y a énormément même des effets spéciaux, on va dire, au-delà de la scénographie, qui va vraiment être une expérience à part entière, même avec le public qui fera partie de cette expérience. Donc c'est vraiment quelque chose à venir voir, à partager avec nous. Et puis, comme d'habitude, nos trois scènes qu'on fait au Paris Event Center, avec encore le concours de Giglam, sur quelque chose d'un peu plus industriel et assez intéressant sur cette partie hivernale. Voilà. Partie hivernale. Next step, Vincent? Sur quoi tu réfléchis? C'est quoi les... Bah, nous, on réfléchit vraiment sur l'intégration et le pilotage de différents médias au sein d'une même et unique, au sein d'un même unique objectif. En tout cas, en relayant tout à l'heure, c'est que on soit quelque chose sur une perception qui est très très simple pour le visiteur, le spectateur, le clubbeur ou l'utilisateur, mais que derrière, ça soit en fait quelque chose de très compliqué, de très complexe, dans lequel on va intégrer du son, de la lumière, de la vidéo, du mouvement, peut-être demain de l'odeur, des sensations, des émotions, de la réalité augmentée, voilà, du vécu post-opération, enfin voilà, tout un tas une réflexion pour pas dire 360 parce que c'est un peu galvaudé, mais quelque chose qui est beaucoup plus large et beaucoup plus ample qu'aujourd'hui faire juste une scénographie. Enfin, en tout cas, nous, chez Giglam, on a une réflexion qui essaye d'aller beaucoup plus loin et de prendre en compte énormément de paramètres connexes à l'instant T du reveal, de l'événement, de la soirée, de la fête. Voilà. Clémence, la prochaine étape scénographique dans le monde de l'expo et... Bah, nous, on va monter une nouvelle boîte de production d'exposition parce qu'on en a marre d'être tributaire c'est nous qui allons proposer. Et puis, Ah, donc vous allez investir alors là? on va investir, c'est une grosse multinationale internationale où il y a beaucoup d'investisseurs. Je blague. Hein. Une boîte de production d'audiovisuel muséographique, justement, parce que la scission entre scénographie et audiovisuel, on voit, elle n'a pas de sens. Et justement que la technique et du créatif, que les réalisateurs, et que tout ça est un travail d'équipe. Donc on veut réunir une boîte où je serai le directeur de création pour donner cette ligne par rapport à l'espace, enfin cette vision par rapport à l'espace, et où on s'associera avec des créateurs de l'image pour la partie audiovisuelle et tout ce volet de producteurs d'expos internationales comme Bowie. On a plein de sujets super qu'on va développer ces prochaines années. Ça, c'est plus à long terme. Tom, vos axes de réflexion aujourd'hui et qu'on va bientôt voir dans les événements en France, signés super bien? Nous, notre logique de réflexion, on est beaucoup dans créer des passerelles. Et créer des passerelles, ça veut dire simplifier la communication entre différents pôles, différents métiers qui créent un show. C'est-à-dire que la communication humaine, bon, elle est parfois difficile, mais elle est souvent facile quand même. Mais c'est la communication des langages informatiques, par exemple, et des différentes technos, d'arriver à faire parler la vidéo avec la lumière, avec le son, avec les mouvements du décor, que tout ça arrive à dialoguer, que tout ça simplifie et homogénéise pour avoir une expérience vraiment maîtrisée. Et si on arrive à créer toutes ces passerelles et que ce soit piloté finalement presque par une personne, et ben cette personne, elle peut devenir le participant. Et on peut offrir aux participants de créer sa propre expérience dans l'univers dans lequel on l'a immergé.
Eh ben, il y a voilà, quelques challenges et quelques défis sympathiques. On se donne rendez-vous dans quelques années pour faire le bilan de tout ça. Merci beaucoup à vous de nous avoir transmis votre expérience, encore une fois des tendances et des idées. Merci beaucoup de votre participation, j'espère que ça vous a plu.